Aujourd'hui, on va traiter le deuxième chapitre, c'est la masse monétaire et ses contreparties. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la masse monétaire? La masse monétaire, c'est la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Et d'après la première séance, nous avons dit que la monnaie se situe au centre des relations entre les agents économiques. Donc, la masse monétaire, c'est comme une grandeur qui permet à la Banque centrale, qui est l'autorité qui se charge à contrôler c'est-à-dire cette quantité-là, d'avoir, c'est-à-dire d'avoir une vision sur l'évolution de cet indicateur-là, parce que nous avons déjà dit que, par exemple, si on a un excès de quantité de monnaie en circulation, ça va créer l'inflation. Et on sait bien que l'inflation, c'est quelque chose qui peut, c'est-à-dire impacter, quelque chose qui impacte négativement l'activité économique. Parce que lorsqu'on a une augmentation des prix, ça va conduire à la perte du pouvoir d'achat. Et lorsqu'on a une perte du pouvoir d'achat, donc ça va conduire à la baisse de la consommation et ensuite la baisse de la production. Et si on a une baisse de la production, ça veut dire que les entreprises vont faire faillite et vont licencier c'est-à-dire les ouvriers et les employés, ce qui va conduire à la crise. Donc pour ne pas avoir cette situation-là, la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, se charge à contrôler cette quantité-là pour qu'il soit en équilibre avec l'activité économique. Donc, comment la Banque centrale contrôle cette quantité-là? À travers les agrégats. On a des indicateurs c'est-à-dire qui représentent la masse monétaire. C'est l'agrégat M1, l'agrégat M2 et l'agrégat M3. Et la Banque centrale, en tant qu'une administration, une institution étatique, c'est-à-dire qui se charge du contrôle de cette quantité de monnaie en circulation. Si, c'est-à-dire si quantité de monnaie en circulation, il varie l'augmentation de taux d'intérêt. Lorsque la Banque centrale augmente le taux directeur, les banques vont s'interpréter les clients. Cette baisse-là c'est-à-dire va permettre l'équilibre de la quantité. Donc, au contraire, là où il y a un besoin de quantité, c'est-à-dire de financement, un besoin de quantité de monnaie en circulation, la Banque centrale et alors vont centrale plus et ça va. Mais comment, c'est-à-dire la Banque centrale? C'est à travers, c'est-à-dire l'observation et à travers l'évolution de ces indicateurs agrégats monétaires. Absorber la quantité de mon circulation, il utilise des instruments. On va le voir après. Donc c'est ça d'une manière générale le rôle de la banque centrale, de la masse monétaire dans l'économie. Et on sait bien que, c'est-à-dire, d'après les premières séances, nous avons dit que la monnaie, c'est l'intermédiaire
d'échange, c'est l'unité de compte et aussi c'est le moyen d'épargne. Toujours, on doit, c'est-à-dire, situer, c'est-à-dire, et ces interactions-là sont Monsieur, l'économie. C'est-à-dire, les interactions représentent l'économie. monsieur, le La sens. relation entre les consommateurs qui sont en même temps, ce sont des salariés et les consommateurs avec les entreprises. Et les entreprises, c'est les producteurs et aussi ce sont c'est-à-dire le chef de l'entreprise, c'est un ménager aussi. Donc ils consomment aussi. Et puis, depuis quand? Depuis quand, Zineb? Oui, monsieur. Zineb? Oui. Zineb? Oui. واش تقطع الصوت ليا؟ لا شوية ماشي بزاف. تقطع لي الصوت. أنا شوية دابا رجع لي. دابا سديتي. معليش. Regardez. Nous avons dit que la monnaie se situe au centre des relations entre les agents économiques. C'est-à-dire ces relations-là et ces interactions entre les agents économiques représentent l'économie. Et la monnaie se situe au centre de ces interactions-là. Par exemple, un ménage qui est aussi un salarié, un ouvrier et un fonctionnaire. Donc, elle consomme, elle demande la consommation des biens et aussi il fournit du travail, que ce soit à l'entreprise ou à l'administration publique. Et il reçoit en contrepartie le salaire. Le salaire, c'est la monnaie. Donc, si on ne s'intéresse pas c'est-à-dire à contrôler cette quantité de monnaie en circulation dans l'économie, dans ces interactions-là, ça va créer l'inflation si on a un excès. Si on a un besoin, c'est-à-dire la stagnation, ça veut dire que l'économie va freiner. Mais dans l'état sain, c'est qu'on doit avoir un équilibre entre la quantité de monnaie en circulation et aussi c'est-à-dire l'activité économique. Et c'est ça le rôle de la Banque centrale et le rôle aussi, c'est-à-dire les autres entités étatiques qui cherchent toujours c'est-à-dire à avoir une croissance qui est soutenue, c'est-à-dire qui cherche aussi à minimiser le taux de chômage et qui cherche aussi à améliorer le bien-être de l'individu. Par exemple, le ministère des Finances, ainsi de suite. Mais chaque autorité a, c'est-à-dire, son principal rôle. Par exemple, le ministère des Finances se charge c'est-à-dire, de la politique budgétaire. C'est la collecte des ressources, des impôts, et c'est la programmation des dépenses, et ainsi de suite. On va voir ça après. Mais la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, se charge, c'est-à-dire du contrôle de la quantité de monnaie, de la création monétaire. C'est lié. Donc, c'est lié. Dans quel contexte? Dans le contexte où on a, c'est-à-dire dans le contexte où, c'est-à-dire dans le contexte où on a c'est-à-dire qu'on accepte, ce n'est pas qu'on accepte, mais c'est dans la réalité, on a c'est-à-dire ces relations-là entre la Banque centrale, l'État, les entreprises et les ménages. Les entreprises produisent et c'est-à-dire recevoir, c'est-à-dire l'entreprise reçoit en contrepartie, c'est-à-dire de sa production, le prix, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Elle paye l'impôt à l'État, l'État collecte les impôts et programme des dépenses publiques, par exemple la construction des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est les entreprises privées qui vont construire ces hôpitaux-là grâce à la procédure des marchés publics, ainsi on va voir ça après. Donc,
Ces entreprises-là, pour construire les routes ou construire les écoles et les hôpitaux, doivent recruter des ingénieurs, des ouvriers, des maçons, tada. Donc ils vont payer des salaires par la suite. Ces salaires vont être utilisés. Une partie du salaire va être utilisée dans la consommation, l'achat des biens et des produits et le paiement des services. Et l'autre partie va être, c'est-à-dire destinée à l'épargne pour financer l'économie. L'épargne va financer les crédits, va financer c'est-à-dire les sociétés cotées en bourse et le ménage achète les actions et ainsi de suite. Donc c'est lié. Et pour qu'on puisse avoir un système qui est en harmonie, c'est-à-dire et en équilibre avec lorsqu'on dit en équilibre, ça veut dire qu'on n'a pas des blocages. Des blocages au niveau par exemple, des problèmes liés à ces interactions. Par exemple, un excès de quantité de monnaie en circulation, c'est un problème pour l'économie. Ça va créer l'inflation. Et lorsqu'on dit l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat, c'est la baisse des prix, c'est la baisse des pouvoirs d'achat, ça veut dire que les prix vont augmenter. Et lorsqu'on a une augmentation des prix, ça veut dire que la consommation baisse. Et lorsqu'on a une consommation qui est en baisse, ça veut dire que la production aussi va baisser. Et lorsque la production va baisser, les entreprises ne vont pas, c'est-à-dire produire beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont, c'est-à-dire licencier les gens, peut-être la faillite de ces entreprises-là. Et donc, lorsqu'on a l'essentiellement c'est-à-dire des ouvriers et des employés, ça veut dire que ces employés-là n'auront pas des salaires à la fin du mois. Et lorsqu'ils n'auront pas des salaires à la fin du mois, ils ne vont pas consommer, et ainsi de suite. Et ça va, c'est-à-dire impacter plus l'activité économique. Et on aura à la fin la crise. Donc, pour ne pas avoir cette situation-là, le rôle de la Banque centrale en tant qu'une entité monétaire, le rôle, c'est-à-dire qu'elle a un rôle très important, c'est le contrôle de la stabilité des prix à travers le contrôle de la quantité de monnaie en circulation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la masse monétaire? La quantité de monnaie en circulation, c'est la masse monétaire. La masse monétaire représente la quantité de monnaie qui circule dans l'économie à un moment donné. Et elle regroupe l'ensemble des avoirs détenus par les agents économiques non financiers. Ceci est mesuré grâce à des indicateurs statistiques, c'est les agrégats. Donc, la masse monétaire, elle est représentée par les agrégats M1, M2, M3. Ce sont des indicateurs statistiques. Ça veut dire des indicateurs statistiques. Ce sont des indicateurs quantitatifs. On va dire que dans la circulation fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, on a ce chiffre. C'est-à-dire la monnaie divisionnaire, on a ce chiffre. Et les experts de Banque Maghreb et les économistes de cette entité-là analysent l'évolution de ces indicateurs. S'ils jugeaient qu'il y a un excès, donc ils vont utiliser des instruments pour baisser la quantité de monnaie en circulation. Sinon, ils vont, c'est-à-dire utiliser d'autres instruments pour injecter, c'est-à-dire cette monnaie-là. Donc la masse monétaire ne doit pas être confondue avec, c'est une note, nota bene, la masse monétaire ne doit pas être confondue avec la base monétaire, qui désigne les billets et les pièces en circulation. Donc, alors la base monétaire, c'est juste les billets et les pièces. Et la masse monétaire, on va voir dans la définition de M1, M2, M3, c'est la masse monétaire. En plus de ces billets de la base, on a les chèques, les virements, ainsi de suite. Les comptes épargne, ainsi de suite. Donc, c'est une monnaie, mais qui a une spécificité qui nécessite, par exemple, le transfert le compte bloqué à un compte de dépôt à vue, ce qui va, par exemple, faciliter l'échange, l'utilisation de la monnaie. On va voir ça. Le passage de M1 à M2 à M3 nécessite l'ajout, c'est-à-dire des éléments supplémentaires. On va les recenser après.
Donc regardez, les avoirs monétaires détenus par les banques auprès de la Banque centrale, qui désigne les billets. C'est-à-dire la masse monétaire ne doit pas être confondue avec la base monétaire qui désigne les billets et les pièces en circulation, ainsi que les avoirs monétaires détenus par les banques auprès de la Banque centrale, les réserves obligatoires. On va voir ça. Donc la base monétaire, c'est les billets, les pièces en circulation et les réserves obligatoires. C'est quoi les réserves obligatoires? Par exemple, c'est un moyen, c'est-à-dire utilisé par la Banque centrale pour limiter ou pour contrôler les crédits. Par exemple, lorsqu'une banque octroie un crédit à un client, et on a un taux de réserve obligatoire, c'est un taux qui est défini par la Banque centrale, par l'autorité qui contrôle les banques. C'est la Banque centrale. Par exemple, de 5% ou 10%, ça veut dire que la Banque centrale exige à cette banque-là qui octroie des crédits de constituer une réserve de 5 ou 10% de ce crédit-là, sous forme de réserve obligatoire déposée au compte non rémunéré auprès de la Banque centrale. C'est juste pour, c'est-à-dire freiner, et aussi c'est une garantie pour regardez, je m'excuse. Lorsqu'une personne dépose une somme d'argent sous forme d'un dépôt à vue. Donc, par exemple, une personne, elle a une épargne, c'est-à-dire de 10 000 dirhams. Donc, cette personne-là va la déposer à la Banque centrale. Donc, à la banque commerciale, Chabi ou le Tijari Wafa Bank, ainsi de suite. Donc, la Banque centrale exige à cette banque-là de constituer une réserve de 10% ou 5% dans un compte non rémunéré auprès de la Banque centrale. Allège, pour limiter l'utilisation de ces dépôts-là dans l'octroi des nouveaux crédits. On va voir ça dans la partie du multiplicateur et diviseur de crédit. Donc c'est un instrument pour freiner l'octroi des crédits parce que un excès d'octroi des crédits, ça va conduire à l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation et par la suite l'inflation. Donc un autre élément qui est un élément c'est-à-dire fondamental qui représente la circulation de la quantité de monnaie, qui représente aussi qui est lié à la quantité de monnaie en circulation, c'est la relation entre la monnaie nationale et les devises étrangères, c'est le taux de change. Regardez, dans le taux de change, on a deux catégories. Le régime fixe, ça veut dire que notre monnaie nationale, elle est définie par rapport à un panier ou à une devise étrangère. Par exemple, ici avant, d'ici 10 ans, parce qu'on a un régime fixe, donc la Banque centrale définit la convertibilité du dirham contre, par exemple, le dollar et l'euro. Parce que dans nos échanges, on a 80% des échanges se font en euros. Parce que le premier partenaire dans le commerce extérieur, c'est l'Europe. Et 20%, c'est-à-dire de ce panier-là, il est en dollars, avec les États-Unis et les autres pays qui utilisent le dollar américain. Donc, pourquoi je vous donne, c'est-à-dire ces exemples-là? Parce que la dévaluation et la réévaluation et l'appréciation et la dépréciation de la monnaie conduit aussi selon les cas, soit à l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation, soit à la baisse de la quantité de monnaie en circulation. Regarde, dans le régime fixe,
on dit la réévaluation. La réévaluation, c'est-à-dire que c'est l'augmentation de la valeur de notre monnaie nationale par rapport aux devises. Regardez, dans le premier cas, un dollar veut 10 dirhams. Lorsqu'on réévalue, ça veut dire un dollar veut 7 dirhams. Dans le premier cas, c'est quoi? Un dollar est égal à 10 dirhams. Lorsqu'on réévalue, un dollar veut 7 dirhams. Donc, notre monnaie, c'est-à-dire a pris de la valeur. 10 dirhams, ce n'est pas 7 dirhams. 10 dirhams contre un dollar. Lorsqu'on a, c'est-à-dire le deuxième cas qui est 7 dirhams, a une valeur, on a de la valeur pour notre monnaie. Et ça va conduire à quoi? Ça va, c'est-à-dire ça va encourager l'exportation, ça va encourager l'importation. Ça va encourager l'importation. Et lorsqu'on a, c'est-à-dire, ça va baisser les exportations. Notre monnaie, c'est quoi l'exportation? Lorsqu'on importe des marchandises, des produits à l'extérieur et on reçoit en contrepartie des devises. Maintenant, le dollar veut seulement 7 dirhams. Ce n'est pas l'argent pour augmenter les exportations. Et on sait bien que les exportations sont une composante importante de la demande. Et dans l'autre côté, c'est-à-dire ça encourage l'importation. Parce que 7 dirhams veut un dollar. Ça veut dire qu'on peut importer plus. Et on sait bien que l'importation aussi joue un rôle, selon les cas, c'est-à-dire un rôle qui peut impacter négativement l'activité économique. Si on n'a pas une production, si on n'a pas l'exportation, ça veut dire que la production va baisser. Pourquoi on va produire plus? Et lorsque la production va baisser, ça veut dire que l'entreprise va baisser ou là va minimiser les effectifs. C'est le licenciement. C'est la baisse de la course, ainsi de suite. Dans l'autre cas, lorsqu'on a une dévaluation, dans le premier cas, un dollar veut 10 dirhams. Lorsqu'on a une dévaluation, c'est-à-dire un dollar veut 12 ou 13 dirhams. Ça encourage les exportations pour avoir les devises et les convertir entre la monnaie nationale. Et ça va, c'est-à-dire minimiser ou là, ça va baisser là, les importations. Parce que les importations deviennent plus chères, parce qu'on importe et on exporte avec le dollar. Donc, et lorsqu'on a une augmentation de notre monnaie, la valeur de notre monnaie par rapport aux devises, c'est-à-dire, ça impacte négativement l'importation, ça va baisser l'importation. Et c'est-à-dire, dans ce cas-là, on a aussi des inconvénients. Lorsqu'on dit que la dévaluation de notre monnaie nationale, ça impacte négativement la compétitivité des entreprises à l'échelle internationale. Par exemple, un produit marocain qui est vendu. Maintenant, c'est bon? Maintenant, oui. Dans le cas de la dévaluation, c'est-à-dire lorsqu'on a dévalué la monnaie nationale, ça veut dire que un dollar veut maintenant 13 dirhams au lieu de 10 dirhams. Et lorsqu'on va exporter, ça impacte positivement l'exportation. Ça veut dire qu'on gagne plus si on exporte. Mais, c'est-à-dire dans le contexte de la compétitivité internationale, ça veut dire que nos produits sont plus chers que les produits, c'est-à-dire des autres pays. Donc, c'est-à-dire, un pays
qui demande ces produits-là, il va chercher le prix le plus bas. C'est la demande. Donc, ça encourage les exportations, mais aussi ça impacte négativement la compétitivité. C'est le même cas dans le régime flottant. Le régime flottant, on ne parle pas de la dévaluation et la réévaluation. C'est juste l'appréciation et la dépréciation. C'est le même raisonnement. Donc, dans le cas de l'appréciation, ou dans le cas de la réévaluation, lorsqu'on a une baisse des exportations et une augmentation de l'importation, ça va conduire à la baisse de la quantité de monnaie. Et dans le cas le contraire, lorsqu'on a une augmentation des exportations, ça, parce qu'on aura une entrée des devises, donc on aura une augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Mais c'est-à-dire à la Banque centrale de déterminer la quantité qui sera en équilibre. C'est ça le rôle. Donc le rôle, c'est de chercher l'équilibre et de minimiser le maximum possible les effets néfastes à notre économie. Toujours, c'est-à-dire par le contrôle de la quantité de monnaie en circulation. Grâce à quoi? Grâce aux indicateurs, aux agrégats utilisés pour, c'est-à-dire contrôler la masse monétaire qui sont M1, M2, PL1, PL2, PL3. C'est ça c'est-à-dire grosso modo, le rôle ou l'importance de la masse monétaire dans l'économie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. La masse monétaire permet d'informer la Banque centrale sur la situation des marchés financiers en adoptant des mesures qui permettent soit de remédier à une pénurie, ça veut dire un besoin de monnaie, la déflation, soit de régler une trop grande quantité de monnaie. Elle est rigoureusement contrôlée et réglementée par la BAM, car s'il venait à être trop conséquente, celle-ci pourrait provoquer l'inflation. C'est-à-dire, si on a un excès de quantité de monnaie en circulation, ça va conduire à la création de l'inflation. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est une augmentation durable et générale. Augmentation durable, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire chaque année, on aura une augmentation des prix. De 1, de 2, de 3%, ainsi de suite. Généralement, au Maroc, c'est entre 2 et 3%. Parce que si vous allez poser une question à vos parents, c'est-à-dire ils vont lui dire que, par exemple, qui était le prix, par exemple, le prix en 1980 d'un litre de lait, il va vous dire que c'était juste 3 dirhams. Maintenant, c'est 7 dirhams, par exemple. Toujours, année après année, on a une augmentation du prix. C'est la raison pour laquelle on dit une augmentation durable et générale des prix. C'est un phénomène naturel économique. Autrement dit, l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Si on a une augmentation des prix qui dépasse, par exemple, le taux tolérable de 3 à 4%, ça va conduire à la perte du pouvoir d'achat. Dans des cas, par exemple, lorsqu'on a un taux d'inflation de 300% ou les 200%, ça veut dire que les prix sont multipliés 200%. Par exemple, un litre de lait qui veut, par exemple, en 2019, 7 dirhams et en 2020, ça va coûter, par exemple, 14 dirhams, c'est 200%. Et lorsqu'on a ce taux-là, par exemple, ça va conduire à la perte du pouvoir d'achat. C'est logique. Dans des pays en Afrique, on a ce taux-là. Le taux d'inflation, de 200%. Par exemple, un salarié qui touche 4000 dirhams, c'est-à-dire en 2019, il consomme, c'est-à-dire le lait avec une quantité, avec un prix de
7 dirhams. Lorsqu'on a une augmentation de prix à cause de l'inflation, ça veut dire que sa consommation de la quantité de lait va baisser parce que le prix a augmenté. C'est la raison pour laquelle on dit la perte du pouvoir d'achat. La déflation, c'est une inflation négative. C'est le contraire, c'est la baisse des prix. Dans le cas où on a une baisse des prix, c'est bénéfique pour le consommateur, n'est-ce pas? Mais non, parce que si on a une baisse des prix, ça veut dire que les entreprises ne vont pas gagner et d'une manière agrégée, globale. On parle sur la plupart des entreprises. Ça veut dire que les prix et les entreprises vont, c'est-à-dire vont licencier les ouvriers, les employés, et donc on aura une baisse par la suite de la consommation. Ça va conduire à la baisse de la production. C'est la crise, c'est la faillite des entreprises. Donc la Banque centrale cherche un équilibre entre ces deux situations, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui va permettre la croissance économique et l'enrichissement de la production. Zine, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc on parle de déflation lorsque les prix diminuent de façon généralisée et continue. La déflation insisterait les consommateurs à remporter dans le futur leurs achats. Donc un autre raisonnement, par exemple, si le consommateur constatait qu'il y a une baisse des prix, une baisse durable, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que au lieu d'acheter par exemple ce produit-là à 7 dirhams, je vais attendre jusqu'à demain ou l'après-demain, il sera avec un prix de 6 ou 5 dirhams. Et supposons que la plupart des consommateurs vont, c'est-à-dire vont réagir, c'est-à-dire les consommateurs vont réagir avec cette façon-là. On aura une baisse de la consommation. Et lorsqu'on a une baisse de la consommation, ça va conduire à la baisse de la production. Donc, c'est la faillite des entreprises et la crise. Donc, c'est quoi le rôle de la Banque centrale? C'est de chercher l'équilibre entre, c'est-à-dire entre ces deux cas-là. Donc, on continue. Donc, la situation saine de l'économie, c'est de ne pas avoir l'inflation et la déflation. C'est avoir un équilibre pour garantir la bonne marche, ou là pour garantir, c'est-à-dire la durabilité de la production, de la consommation et l'enrichissement c'est-à-dire de la croissance économique. Et lorsqu'on dit la croissance, pourquoi on doit chercher la croissance économique? Parce que la croissance économique va nous donner c'est-à-dire l'amélioration du bien-être. C'est quoi le bien-être? C'est le fait que les gens trouvaient facilement le travail, c'est-à-dire la plupart ont des couvertures sociales, c'est-à-dire, et aussi tous les gens ont des voitures, des salaires. C'est ça, d'une manière générale, l'objectif de l'économie. C'est la réalisation d'une croissance économique qui va permettre à la population d'un territoire donné d'avoir une amélioration du bien-être. Par exemple, le bien-être des États-Unis, ce n'est pas le même par rapport au Maroc. C'est grâce à quoi on passe d'une
c'est-à-dire d'une grande partie liée à la croissance économique. Donc c'est la raison pour laquelle la Banque centrale doit chercher une situation par laquelle elle peut booster l'activité économique pour avoir une croissance économique soutenue. Zed, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc les agrégats de monnaie, c'est-à-dire les agrégats sont utilisés pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. Ce sont des indicateurs statistiques utilisés par la Banque centrale quantifier, pour quantifier la quantité de monnaie en circulation. Les agrégats monétaires sont des indicateurs statistiques couramment employés pour comptabiliser le crédit et la monnaie en circulation. Autrement dit, ces indices servent à identifier et chiffrer les moyens de paiement. Ce sont des indices qui identifient et quantifient et chiffrer les moyens de paiement. Les moyens de paiement, c'est-à-dire les billets, les pièces, le chèque, les dépôts à vue, les dépôts à terme, on va voir ça. En possession d'agents non financiers résidant sur un territoire donné, c'est-à-dire les non financiers, c'est les ménages, c'est les salariés, les employés, les fonctionnaires, ce sont les ménages. La Banque centrale s'appuie en grande partie sur les agrégats monétaires pour fixer ces taux, c'est-à-dire sur la base de l'évolution. C'est quoi l'évolution? Par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre de billets en circulation في المغرب. Demain, ou là, hier, on avait un autre montant, un autre nombre. Donc, les experts de la Banque centrale visualisent l'évolution. Est-ce qu'on a une augmentation ou pas? Et est-ce qu'on a dépassé les limites fixées par la Banque centrale ou pas? S'ils jugeaient qu'on a un excès, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste augmenter le taux d'intérêt et augmenter le taux de réserve, par exemple. Pourquoi? Pour absorber la quantité de monnaie en circulation. Pour avoir l'équilibre entre la quantité de monnaie en circulation en l'économie ou l'activité économique. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir un équilibre, sinon on aura l'inflation. Si on a un excès, on aura l'inflation. Il y a فلوس قليله par rapport à l'activité économique, un besoin, ça va freiner parce que l'activité قليله ou ça va pas créer l'enrichissement ديال ou ça va pas créer la croissance. Donc la Banque centrale elle doit chercher l'équilibre à travers le contrôle de la quantité de monnaie. La BAM utilise ainsi trois agrégats baptisés M1, M2, M3 dans le calcul du secteur de ces taux directeurs et de suivi des variations de la masse monétaire. Les agrégats permettent également d'analyser les comportements monétaires et financiers des agents économiques, dépenses, épargne, capacité d'endettement, ainsi de suite. On va voir la composition de chaque agrégat après. Donc, dans le but d'élaborer une politique monétaire adéquate. Donc, sur la base de ces indicateurs-là, la Banque centrale va utiliser l'instrument convenable, adéquat, pour réaliser son objectif principal qui est la stabilité des prix. Donc, l'utilisation des instruments-là, c'est la politique monétaire. La politique, c'est un ensemble des mesures prises par l'autorité monétaire. À travers quoi? À travers ces instruments. On va voir ces instruments après. Ou à le taux d'intérêt, ou à le taux directeur, ou à le taux de change, aussi les avances, ainsi de suite. On va voir ça. Il s'agit de l'ensemble des valeurs susceptibles d'être converties en liquidité. Les agrégats, c'est l'ensemble des valeurs susceptibles d'être converties en liquidité. M1, agrégat M1. Ça veut dire l'agrégat M. M1, c'est l'agrégat le plus étroit. Étroit et celui où se classent les actifs les plus liquides. Elle regroupe seulement les plus liquides. L'agrégat M1 regroupe les billets, les fiduciaires et les pièces et les dépôts. Les billets, 200 dirhams, 20 dirhams, des dirhams, c'est la monnaie fiduciaire.
avec les pièces, c'est-à-dire 10 dirhams, 5 dirhams, ainsi de suite, c'est-à-dire le nombre de pièces ou les billets en circulation, ainsi que les dépôts à vue. Les dépôts à vue, c'est par exemple une personne va, lorsqu'elle va ouvrir un compte chez une banque, donc elle va, c'est-à-dire déposer le dépôt. Donc ces dépôts-là, avec la monnaie divisionnaire, les pièces et les billets, constituent l'agrégat. Ça veut dire que le nombre des billets en circulation et le nombre des pièces en circulation et le nombre des dépôts à vue ouverts, c'est-à-dire dans les banques au Maroc, constituent l'indicateur statistique. يعني كنشوفوا la quantité ديال هاد la monnaie في هاد l'indicateur. Ça représente l'agrégat AML. Elle est le plus liquide parce que, pourquoi plus liquide? Parce qu'il se base sur les billets, c'est liquide. Facilement, on peut utiliser les billets pour acheter les biens et payer les services. Et aussi les pièces. Les dépôts, lorsqu'on a des dépôts, aussi c'est facile d'avoir c'est-à-dire une carte bancaire pour faire le règlement. Avec les dépôts, on peut, c'est-à-dire demander à notre banque de faire, c'est-à-dire des versements, des paiements, et ainsi de suite. Donc c'est liquide. On va voir pourquoi on a dit que, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui regroupe les éléments, les moyens de paiement les plus liquides. La composition de M2, c'est-à-dire c'est plus liquide par rapport à M2 et M3. Maintenant, M2 est composé de l'agrégat M1 auquel s'ajoute l'ensemble des actifs liquides non transférables et rapportant un rendement, à savoir les disponibilités en compte d'épargne auprès des banques. Non transférables, on ne peut pas transférer le compte d'épargne qui n'est pas non mobilisable par chèque. Il a un compte épargne, tu dois se déplacer à la banque après une demande avec le directeur de l'agence. Après, donc, le compte d'épargne nous donne des intérêts. C'est rapportant un rendement. Rapporte un rendement. Donc, quels sont ces types de comptes d'épargne? Compte sur carnet, avec les chèques postaux. Plan d'épargne logement, par exemple, une personne demander à sa banque, par exemple, c'est-à-dire de prendre chaque début de mois 1000 dirhams et c'est-à-dire c'est-à-dire de la placer dans un compte d'épargne. Pourquoi? Pour acheter un logement. D'épargne d'éducation, c'est-à-dire faire, c'est le même raisonnement, mais c'est-à-dire ces monnaies-là, c'est juste pour ces sommes-là vont, c'est-à-dire financer l'éducation de ses enfants. Oui, Zine, تسمعني? Oui, d'abord c'est bon. Donc, plan d'épargne action, c'est-à-dire l'épargne pour l'achat des actions, plan d'épargne des entreprises. Ce sont des types de comptes d'épargne. Donc M1, c'est quoi? M1, il y a les billets, la monnaie fiduciaire, plus les pièces, plus les dépôts à vue. D'abord, M2, c'est M1 plus le compte d'épargne. Maintenant, M3. Toujours dans M1, les caractéristiques des plans d'épargne. Les plans assortis des taux d'intérêt sont rémunérés au taux d'intérêt appliqué au dépôt des comptes sur carnet majoré de 50 points de base au moins. C'est-à-dire dans la plupart des cas, regardez, même dans notre cas ici au Maroc, je ne pense pas que les dépôts à vue sont rémunérés. Regardez, parce qu'on a une rémunération des dépôts à vue, par exemple, lorsqu'une personne a déposé 10 000 dirhams et le taux qui va être appliqué, 3%. Le compte d'épargne, il est dans le compte
épargne rémunérable 3,5. 50 points زايدة هي 5 هي 0,5. 100 points هي بحال دابا un taux d'intérêt est égal à 3. Lorsqu'on va ajouter 100 points, راه يولي هو 4%. 50% راه هي 0,5. Donc, la rémunération du compte épargne, toujours, il est supérieur par rapport à la rémunération du compte des dépôts. Ce sont des plans défiscalisés, c'est-à-dire ne suivez pas de la fiscalité. Pourquoi? C'est-à-dire on encourage les comptes épargne. Parce que nous avons déjà parlé de l'épargne. L'épargne joue un rôle essentiel dans le financement de l'économie. Ça permet de financer l'économie, c'est-à-dire d'octroyer des crédits, de faire des investissements avec les banques ou les entreprises qui demandent des crédits, d'encourager la consommation, ainsi de suite. Donc l'utilisation de l'épargne pour des emplois bien définis, logement, l'éducation, intéressement des salariés, animation de la bourse de CASA, une durée minimale de placement, épargne plafonnée, versement périodique, moyen régulier. L'État encourage l'épargne, mais c'est-à-dire pour faire c'est-à-dire l'un de ces objectifs-là. Mais c'est-à-dire c'est quoi le problème qui est posé dans ce cas par rapport à l'épargne, c'est la thésaurisation. Ça veut dire que lorsqu'on a des ménages qui cachent leur argent, dans les ans, ce n'est pas bénéfique pour l'économie. Parce qu'on a une sortie de ces sommes-là dans le circuit économique. Et supposons maintenant que, c'est-à-dire on a des ménages qui ont des milliards cash chez eux. C'est-à-dire dans le calcul de la masse monétaire, la Banque centrale, c'est-à-dire, elle a pris en considération ces montants. C'est-à-dire dans le calcul de l'agrégat M1, on a calculé avec les montants. Comme quoi, on a en circulation dans l'économie. Mais dans la réalité, on a sans sorti de l'économie, sans cacher, c'est-à-dire dans des coffres forts. Donc l'économie ne bénéficie pas c'est-à-dire des désavantages c'est-à-dire des avantages ou c'est-à-dire l'utilisation de ces sommes-là, que ce soit pour le financement ou l'achat. Parce qu'on dit la thésaurisation, ce n'est pas forcément, c'est-à-dire la consommation, c'est-à-dire vers la banque. La banque va l'utiliser pour octroyer des crédits et enrichir l'activité économique. Et c'est bon, c'est-à-dire de constituer des parts anciennes, mais ça doit, c'est-à-dire être resté dans le circuit économique. L'agrégat, certains produits d'épargne bénéficient d'autres avantages. Par exemple, le programme d'épargne logement, au terme de la période d'épargne, un prix d'un montant, c'est-à-dire on a des avantages liés à chaque type des plans d'épargne. Par exemple, le plan d'épargne logement, le propriétaire peut bénéficier d'un prêt d'un montant égal à la 3 fois de l'épargne équivalente constituée. Ce prêt doit être facturé à un taux d'intérêt inférieur au moins 50 points. Il est que nous, les banques, c'est-à-dire octroyer des crédits avec 3% en taux d'intérêt, et là, c'est-à-dire si cette personne-là a un plan d'épargne logement, elle va bénéficier de ce crédit-là avec un taux de 2,5, moins de 50 points. Ça y est, ce sont des avantages aussi. Donc l'agrégat M3.
L'agrégat M3 qui correspond à la masse monétaire au sens large, regroupe en plus de M2 les autres actifs monétaires moins liquides, avec des coûts de transaction significatifs, non transférables et non divisibles. Maintenant, les coûts sont transactions significatives, ou non transférables et non divisibles, et rapportant un rendement. Ces derniers sont regroupés au niveau de l'agrégat dénommé autres actifs monétaires. Je connais un mot. Qui est une M2 plus les autres actifs. On met les comptes à terme et les bons à échéance fixe. كنزيدوا على M2 les comptes à terme, c'est-à-dire les comptes bloqués. Ils bénéficient de taux d'intérêt ou la vous devez subir un coût de transaction significatif. Ils ne sont pas transférables. Ou les bons à échéance fixe, qui est les dépôts en devises, à vue à terme, à partir de M3. Les dépôts en devises, ça veut dire lorsqu'on a un Marocain ou là, un étranger qui habite au Maroc, donc il peut ouvrir un dépôt, un compte en devises, en dollars, en euros. Donc les devises sont ajoutées à M2 pour constituer M3. Il va leur donner en pension certificat de dépôt d'une durée résiduelle inférieure ou égale à 2 ans, les titres des OPCVM monétaires, dépôt à terme ouvert auprès du Trésor de l'État. On va voir chaque partie, chaque composant. Les comptes à terme. Les comptes reçoivent des dépôts qui doivent rester bloqués. Sous l'échéance fixée au moment de l'ouverture du compte, qui ne peut être inférieur à 1 mois. Toujours, un compte à terme doit être supérieur à 1 mois, en contrepartie d'une rémunération dont le taux est libre. Donc, ils peuvent être en dirham, en devise et en dirham conversible. Les bons à échéance fixe. Qu'est-ce que ça veut dire, les bons à échéance fixe? Sont appelés aussi les bons de caisse et sont des dépôts à terme matériels. Ces bons sont des billets à ordre par lesquels l'établissement sont remboursés à une date déterminée. Les fonds confiés par un client augmentés des intérêts convenus. Par exemple, une entreprise, lorsqu'elle a besoin d'un financement, elle peut signer des billets à ordre. Ça veut dire qu'elle va prendre une certaine somme d'argent, en contrepartie, il va signer le papier, un billet d'ordre. C'est un engagement, comme quoi que l'entreprise va payer, par exemple, la somme d'ici 3 mois ou 4 mois ou 1 an, avec un taux d'intérêt, avec une rémunération, ce forme de taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on vient définir le billet d'ordre. La rémunération des bons de caisse est libre. Ils ne peuvent être qu'en dirham. Depuis octobre 2011, ils doivent être nominatifs qui sont signés de la personne qui a pris le crédit et la personne qui a prêté. Le montant unitaire du bon de caisse est fixé. Le minimum, le montant unitaire des bons de caisse, les bons de caisse, c'est 5 000 dirhams. Depuis octobre 2011, il ne peut être émis des bons de caisse pour une durée inférieure à 1 mois. Toujours, c'est que le bon de caisse pour supérieur. Avant cette date, la durée minimum était 3 mois. C'est-à-dire on peut avoir un bon, c'est-à-dire un bon, et la durée minimale, le minimal, ça peut être 1 mois. Et plus. L'agrégat M3. Les dépôts en devises. D'abord, la deuxième ou la troisième composante de la M3 est les dépôts en devises. Les agents éligibles, personnes de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes. Exportateurs des biens et services, c'est-à-dire les Marocains qui exportent des biens et services. 60% du chiffre d'affaires de l'export. Ou les Marocains résidant à l'étranger. Un Maghribi qui travaille en Népali, donc il peut ouvrir un compte en devise. Les certificats de dépôt dont la durée résiduelle est inférieure à 2 ans.
Ce sont des titres de créance émis par les banques et négociables sur le marché monétaire. Le montant monétaire est 100 000 dirhams. Ce sont c'est-à-dire des créances émises par les banques. Ils doivent avoir une échéance de 10 jours, au moins, ou 7 jours. C'est une entreprise, les radits. Déposer ou là une personne va déposer de l'argent dans une banque et pour que la banque réalise les bénéfices et aussi cherche le financement. C'est une entreprise privée, donc il peut signer des certificats de dépôt et après il peut, c'est-à-dire donner une rémunération. C'est quoi les valeurs données en pension? Ce sont des opérations de cession des titres en pleine propriété dont le cédant s'engage à reprendre et le cessionnaire à rétrocéder les titres à un prix et à une date convenue. Donc les EPCVM, le portefeuille d'un EPCVM monétaire est composé essentiellement de titres de marché monétaire. Attendez s'il vous plaît. Donc, ce sont des opérations de scission de titres en pleine propriété dont le cédant s'engage à reprendre et le cessionnaire à rétrocéder. C'est-à-dire le cessionnaire, lui aussi, ils peuvent, c'est-à-dire les céder à un prix, à une date convenue. Les OPCVM monétaires, le portefeuille d'un OPCVM monétaire est composé essentiellement de titres du marché monétaire à durée de vie très courte, moins d'1 an. Ces titres sont, dans la majorité des cas, des dettes émises par l'État. Ce sont des titres émis par l'État sous forme des bons, par des sociétés de financement, des bons, l'État, c'est des bons de trésor. Les OPCVM. Les organismes de placement collectif en valeur mobilière, ce sont des groupements, des investisseurs. Ce sont des organismes composés de valeurs mobilières, de créances et de liquidités gérés par des professionnels de marché détenus collectivement, sous forme de parts ou d'actions, par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Il existe deux types de PCVM, les SECAV, c'est-à-dire Société d'investissement à capital variable, et le fonds commun de placement collectif. La seule différence entre les deux est d'ordre juridique. L'épargnant est actionnaire dans le premier, c'est-à-dire dans le SECAV, et associé dans le second. Le fonds commun de placement, il est spécialisé dans, c'est-à-dire les obligations. Et les obligations, ce sont une part du capital, c'est-à-dire associé. Par contre, pour les SECAV, c'est-à-dire spécialisé dans l'achat des actions, et on sait bien que l'action, c'est une part du capital. Maintenant, nous avons dit que l'agrégat monétaire, c'est M1. C'est quoi M1? C'est les billets en circulation, la monnaie divisionnaire, plus les dépôts à vie. M2, c'est bien. Bon, salam alaikum, on reprend. Donc, Inch'Allah, les agrégats de placement liquide. Les agrégats de placement liquide recensent les actifs financiers pouvant être aisément transférés en moyen direct de paiement. Ça veut dire que les PL regroupent les actifs financiers qui peuvent être aisément, facilement transformés en moyen direct de paiement et qui représentent une réserve de pouvoir d'achat.
Elle inclut des passifs jugés insuffisamment liquides pour être inclus dans la définition nationale de la monnaie au sens large. Elles sont présentées sous forme d'agrégats désignés par caractère PL, en fait PL1, PL2. Donc, c'est quoi PL1? PL1 regroupe les titres des OPCVM contractuels, ainsi que les titres, on a déjà dit que l'agrégat M3 fait les titres des OPCVM monétaires ou maintenant PL fait les titres des OPCVM contractuels, ainsi que les titres de créances négociables autres que les certificats de dépôt, à savoir les bons de trésor émis par adjudication, les bons de société de financement et les billets de trésor. Donc, il est composé des titres PL2, en plus des OPCVM contractuels, كنزيدوا عليهم Donc, PL2, il est composé des OPCVM obligataires, court et moyen terme, les obligations, les organismes de placement collectif en valeur mobilière qui travaillent dans les OPCVM, dans les obligations, à court, à moyen et à long terme. PL3, il est composé des titres émis par les OPCVM actions et diversifiés. Regardez. PL1, c'est les OPCVM contractuels, les titres des OPCVM contractuels, ainsi que les titres de créances négociables, autres que les certificats de dépôt, à savoir les bons de trésor émis par adjudication. Adjudication, c'est une opération, on va voir cette opération durant le S4. On a l'adjudication en française et l'adjudication en hollandaise. Ça veut dire qu'on va voir la différence entre ces deux types dans le S4. Les bons de société de financement et les billets de trésor. Donc, PL2, c'est les OPCVM obligataires. Ça veut dire que les organismes de placement collectif qui, c'est-à-dire, travaillent dans les obligations. PL3, il est composé des titres émis par les OPCVM actions et diversifiés. C'est juste des définitions, ma chérie. La position des secteurs économiques marocains par rapport à la monnaie. Donc, nous avons trois catégories. Les secteurs émetteurs de la monnaie, c'est-à-dire les secteurs où les agents ou les institutions qui émettent la monnaie, qui créent la monnaie, comprend l'ensemble des institutions de dépôt comme étant des sociétés financières résidantes et qui ont pour principale fonction d'assurer l'intermédiation financière et qui émettent des éléments de passif entrant dans la définition nationale de la monnaie au sens large, c'est-à-dire l'agrégat M3. M3, c'est M2. C'est quoi C'est M2 plus les comptes à terme et les autres composants. Donc, les institutions qui émettent la monnaie, après la Banque Maghreb, les banques commerciales, est-ce que les banques commerciales émettent, c'est au sens de la création et créent la monnaie. On va voir comment les banques commerciales peuvent créer la monnaie grâce c'est-à-dire à la technique multiplicateur du crédit. Grâce à l'octroi du crédit, les OPCVM monétaires, les titres émis par ces organismes, étant convertibles à tout moment et sans risque important de perte de capital, c'est-à-dire qu'il émet la monnaie. Donc la Banque centrale, les banques commerciales et les OPCVM monétaires, ce sont les secteurs qui émettent la monnaie. En plus des gestions de dépôt, la masse monétaire recouvre également les dépôts auprès de la caisse d'épargne, CN, du centre de chèques postaux, avant sa transformation maintenant à la banque Poste, la Poste Banque, ainsi que ceux auprès du Trésor. Donc, qui émettent la monnaie, c'est la Banque centrale, les banques commerciales et les OPCVM monétaires.
Le secteur neutre, c'est l'administration centrale. Ce sont les ministères. Le ministère de l'éducation, le ministère de la santé, le ministère des Finances comme un secteur neutre du point de vue des statistiques monétaires, dans la mesure où l'évolution de ces dépôts n'est pas en relation stable avec l'activité économique. C'est-à-dire que ça entre aussi dans les finances publiques parce qu'au moment de l'élaboration du budget, la loi, c'est-à-dire la loi de finances, c'est le budget de l'État. Donc toujours on réserve des lignes, des parts de budget à chaque ministère. Donc les dépôts pour chaque ministère c'est-à-dire a une partie, c'est-à-dire une part de crédit qui va être destinée à payer les dépenses publiques. Donc les dépôts là sont des dépôts ne réagissent pas aux phénomènes macroéconomiques de la même manière ou dans la même mesure que les dépôts des secteurs détenteurs de la monnaie. Compte tenu de la spécificité de ces contraintes de financement et de ces décisions de dépenses et de ces techniques de gestion du trésor. Ça veut dire qu'ils ne réagissent pas aux phénomènes macroéconomiques. Par exemple, si on a une baisse de l'activité, donc les dépôts de la Banque centrale, les ministères, que ce soit de la santé ou la ils ne vont pas changer. Et déjà, à chaque début de l'année, on a les crédits ouverts alloués à chaque ministère. Par contre, les entreprises privées c'est-à-dire qui vendent leurs produits, si on a, c'est-à-dire l'inflation, ça impacte les ventes des entreprises privées. Et par la suite, ça impacte leur situation financière. Regardez, on a trois secteurs. Le secteur qui émet la monnaie, c'est la banque centrale, les banques commerciales, les autres CDM monétaires. Le secteur neutre, c'est l'administration centrale, c'est-à-dire les ministères. Le secteur détenteur de la monnaie, qui détient la monnaie. C'est les sociétés non financières, les entreprises, les administrations publiques autres que l'administration centrale, à savoir les administrations locales, c'est-à-dire les collectivités locales, les caisses de sécurité sociale. Regardez, le ministère les administrations publiques autres que l'administration centrale, à savoir les administrations locales, les caisses de sécurité sociale. Ce sont les administrations locales, c'est-à-dire les collectivités locales ou les caisses de sécurité sociale. Ce sont des secteurs détenteurs de la monnaie. Les ménages et les institutions sont des principes. Les ménages, c'est un secteur qui détient la monnaie. C'est-à-dire elle n'émet pas la monnaie, mais elle détient la monnaie. Les institutions sont des pratiques au service des ménages et toutes les unités institutionnelles du secteur des sociétés financières autres que le sous-secteur des institutions de dépôt, les unités institutionnelles du secteur des sociétés financières. Ça veut dire les sociétés financières, par exemple, sont par crédit, Equbank, ce sont des... C'est-à-dire, ça fait partie c'est-à-dire du secteur détenteur de la monnaie.
Autre, les banques. Les banques, on a déjà dit que les banques, c'est-à-dire fait partie du secteur émetteur de la monnaie. Donc nous avons trois secteurs. Secteur émetteur, c'est la banque centrale, c'est les banques commerciales et c'est les OPCVM monétaires. Secteur neutre, c'est l'administration centrale, c'est-à-dire les ministères. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, des Finances, ainsi de suite. Le secteur détenteur, c'est les ménages, c'est les sociétés ou les entreprises d'une manière générale, c'est les collectivités locales et les caisses de sécurité sociale. Pourquoi on dit les caisses ou c'est-à-dire les collectivités locales? Par exemple, le budget de l'État, lorsqu'on a le budget du ministère de l'Intérieur, donc au début de chaque année, le ministère de l'Intérieur va faire des virements des parts à chaque collectivité locale. Et par exemple, la caisse de sécurité sociale, par exemple les mutuelles reçoivent chaque année des sommes d'argent auprès, que ce soit du CNOPS ou de leur organisme. Donc, qu'est-ce qu'on a vu durant cette séance-là? Nous avons vu l'importance et le rôle de la masse monétaire à travers la discussion des agrégats M1, M2, M3 et leur composition. Et nous avons dit que M1, c'est l'agrégat le plus étroit. Elle est composée c'est-à-dire des éléments qui sont les plus liquides, par exemple les billets en circulation, la monnaie divisionnaire et les dépôts à vie. M2, c'est M1 plus les plans des comptes d'épargne. M3, c'est M2 plus les comptes à terme et les autres composantes comme les OPCVM, monétaires, ainsi de suite. Et aussi, nous avons, c'est-à-dire défini les agrégats de placement liquide PL1, PL2 et leur composition. Et dans un deuxième point, nous avons discuté la position du secteur économique par rapport à la monnaie, c'est-à-dire le secteur émetteur de la monnaie. Et nous avons dit que parmi les institutions qui émettent la monnaie, c'est la Banque centrale, c'est les banques commerciales et c'est les OPCVM monétaires. Les secteurs neutres, c'est l'administration centrale, c'est-à-dire les ministères, par exemple le ministère de l'Éducation, de la Santé et les autres ministères. Le troisième sous-point, c'est le secteur du compteur de la monnaie. C'est les entreprises, les sociétés non financières, mais c'est aussi les collectivités locales et la caisse de sécurité sociale et les ménages. Les ménages et les institutions sont but lucratif. Ça veut dire les associations au service des ménages. Toutes les unités institutionnelles du secteur des sociétés non financières, autres que le secteur des institutions du autres les banques. Dans les institutions, les unités institutionnelles des sociétés financières, autres les institutions de dépôt. Par exemple, Sofa Crédit, Ekdom, Salaf, Salafine, ainsi de suite. On fait partie du secteur unitaire, du secteur du compteur.
la deuxième section, c'est les contreparties de la masse monétaire. Je préfère qu'on va, c'est-à-dire s'arrêter à ce point-là, et la prochaine séance, on va, c'est-à-dire faire cette deuxième section. Et donc, la prochaine séance, c'est le samedi matin, Inch'Allah. Ok, là, oui. تاني نديرو 10 ولا شوف نديرو 10 لا مزيانة كاع لا درناو بجوج الصباح يعني نديرو مع 9 باش الجروب مع اس داك لا سيكسيون سي نديرو سي نبداو معاهم مع 11 باش الوحدة نكونوا ليبر باش كلشي في العشية يكون ليبر صافي 9 D'accord. 9 انت قبل صيفطي لي ليميل باش مع 9 نبداو ان شاء الله D'accord. يلا السلام عليكم Merci, bonjour.